Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire plutôt, l'Égypte, votre fenêtre sur le monde égyptien. Et bien sûr, nous allons commencer cette nouvelle édition par les activités présidentielles. Avec plus de précision, le président Abdel Fattah al-Sisi assistera au sommet de Sochi, auquel va assister une quarantaine de chefs d'État dans les continents, des dirigeants de grandes fédérations et d'institutions régionales. Avant le début du sommet qui devrait se tenir entre le 22 et le 24 octobre, le site officiel du sommet de Sochi a publié un mot du président Abdel Fattah al-Sisi, et ce, en sa qualité de président de l'Union africaine. Le président a dit dans son mot que le dit sommet cristallise les liens de fraternité historique entre l'Afrique et la Russie fédérale. Il de ranger que ce sommet acquiert une grande importance étant donné qu'il vise à mettre en place un contour intégral pour booster les relations russo-africaines vers des horizons de coopération susceptibles de répondre aux aspirations des peuples. Le président a indiqué que les pays africains et la Russie avancent sur un terrain d'action commune basé sur les principes de respect du droit international, de l'égalité et de la non-ingérence dans les affaires des autres pays, outre de régler les conflits de manière pacifique. D'autre part, le Premier ministre koweïtien Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah a manifesté sa grande joie de visiter l'Égypte, affirmant que les Égyptiens ont occupé une place spéciale dans le cœur des Koweïtiens. La visite officielle en Égypte du Premier ministre koweïtien Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah à la tête d'une délégation de haut niveau constitue une impulsion importante aux relations bilatérales fraternelles, constructives, mais aussi privilégiées liant les deux pays, notamment suite à la visite historique effectuée par le président Abdel Fattah al-Sisi au Koweït en août dernier. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères, Khaled Al-Jarrallah. M. Al-Jarrallah a précisé également que la visite du Premier ministre koweïtien en Égypte constituait également une occasion pour signer plusieurs accords afin de renforcer l'action bilatérale avec l'Égypte et de répondre aux exigences des deux pays. Le chef du gouvernement libanais, Saad al-Hariri, a exprimé son appréciation vis-à-vis du président Abdel Fattah al-Sisi et du rôle de l'Égypte dans le soutien du Liban. Propos faits par al-Hariri lors de son entre l'ambassadeur d'Égypte à Beyrouth, M. Nazih An-Nagari. Le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mahmoud Al-Sherif, a réitéré le soutien de l'Égypte à l'unité et à la stabilité de la Libye, affirmant que le Caire était prêt à offrir toutes les capacités pour réaliser cette unité et à faire du dialogue interlibyen un succès. Sherif a tenu ses propos lors de la séance inaugurale de la réunion de la délégation parlementaire libyenne, enfermant 90 députés au siège de la Chambre des représentants égyptienne au Caire. Cette réunion a eu lieu le samedi 19 octobre. Dans, bien sûr, cette rencontre, il a déclaré que le gouvernement, le Parlement, le peuple égyptien, dirigé par Abdel Fattah al-Sisi, le président de l'Égypte, soutient la campagne menée par la Libye pour éliminer le terrorisme et préserver l'unité du pays. Il a également plutôt affirmé que le Caire rejetait toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Dans le même contexte, le vice-président de la Chambre libyenne, Fawzi Anoueri, a qualifié d'historique les relations entre l'Égypte et la Libye, ajoutant qu'elles n'étaient pas liées à des conditions, des époques ou même des personnes spécifiques. Le Premier ministre égyptien, Dr Moussa Madbouli, s'est entretenu lors de sa visite actuelle à Washington, aux États-Unis, avec le député démocrate Roger Berger et le député républicain Jeff Fortenberry, tous deux membres du groupe des Amis de l'Égypte à la Chambre des représentants. Le chef du gouvernement a évoqué lors de ses entretiens des dossiers régionaux, en particulier l'agression turque contre la Syrie et la position de l'Égypte qui rejette cette agression et qui a demandé un retrait immédiat des forces turques du territoire syrien.
Dr Madbouli a en outre expliqué à ses interlocuteurs les constantes de la position égyptienne concernant le barrage de la Renaissance, soulignant l'importance centrale de cette question pour la vie des Égyptiens. D'autre part, le Premier ministre égyptien Dr Moussa Madbouli et le vice-président américain Mike Pence ont tenu une réunion à Washington à laquelle a assisté l'ambassadeur d'Égypte aux États-Unis, M. Yasser Reda. Le vice-président américain a salué le partenariat stratégique avec l'Égypte, ajoutant que son pays accordait un grand intérêt à ses relations avec l'Égypte et espérait renforcer ce partenariat à l'avenir. Dr Madbouli a pour sa part souligné que l'Égypte considérait les États-Unis comme un partenaire stratégique, espérait que les relations de partenariat de coopération se poursuivraient dans la prochaine période. Les négociations entre l'Égypte et l'Éthiopie et le Soudan achoppent sur le barrage de la Renaissance construit par Addis Abeba sur le Nil bleu. L'Égypte craint que la construction du grand barrage de la Renaissance n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Plus d'explications dans son commentaire. Les deux dernières rondes de négociations sur le barrage de la Renaissance construit par Addis Abeba sur le Nil bleu entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont échoué. Jeudi, le ministre éthiopien de l'eau, Seleshi Bekele, a expliqué qu'un dialogue tripartite était la seule option et que les dernières propositions du Caire violaient la souveraineté éthiopienne. L'Égypte souhaite un minimum d'eau garantie, un remplissage du réservoir plus lent pour éviter une pénurie, notamment en cas de sécheresse, ainsi que la présence de ses experts sur le chantier. Inacceptable selon Addis Abeba, qui rejette également l'implication d'un médiateur. En effet, les Égyptiens aimeraient bien que les Américains jouent les intermédiaires. L'Éthiopie n'a en tout cas pas ralenti le rythme. Le barrage est construit à presque 70%. Des turbines pourraient commencer à produire de l'électricité dès l'an prochain. Des progrès qui font enrager le Caire. La semaine dernière, l'Égypte a jugé inacceptable la poursuite du chantier avec de possibles conséquences sur la stabilité régionale. L'Égypte craint que la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu entamé en 2012 par l'Éthiopie n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dit prêt à rencontrer le Premier ministre éthiopien la semaine prochaine à Sochi lors du sommet Russie-Afrique. Le président a également félicité Abiy Ahmed pour son prix Nobel de paix. Le président français Emmanuel Macron a souligné le rôle pivot de l'Égypte dans la stabilité du Moyen-Orient, et ce, lors d'une rencontre vendredi au Palais de l'Élysée avec le pape Théodore II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, et qui est en visite à Paris dans le cadre d'une tournée pastorale incluant Bruxelles, Lyon et Marseille. Selon l'ambassadeur d'Égypte à Paris et son délégué permanent auprès de l'UNESCO, Yahab Badawi, la rencontre a porté sur la situation au Moyen-Orient, notamment à la lumière des vagues de violence et de terrorisme ciblant les minorités religieuses et ethniques, ainsi que sur les risques de déplacement à cause de l'instabilité dans certains pays. Dans ce contexte, le pape a déploré la situation des chrétiens dans nombre de pays à cause du terrorisme et des conflits, affirmant que les Coptes font partie intégrante du peuple et vivent avec leurs concitoyens musulmans avec qui ils partagent un destin commun. Le pape Théodore s'est félicité des efforts de l'Égypte dans la lutte antiterroriste ainsi que de l'unité nationale égyptienne, la cohésion du peuple égyptien face au terrorisme. D'autre part, on trouve que l'investissement en Égypte permet l'exploration vers plusieurs régions à travers les accords de libre-échange unissant l'Égypte aux pays du monde. Donc c'est une affirmation faite mercredi par le Premier ministre égyptien Dr Moussa Madbouli lors d'un déjeuner d'affaires organisé par la Chambre du commerce arabo-américaine en marge de sa visite à Washington. Le Premier ministre a qualifié de prometteur le marché égyptien, surtout en présence de la main-d'œuvre qualifiée et moins coûteuse et de la rentabilité des investissements. Il a évoqué les opportunités d'investissement disponibles en Égypte, les facilités accordées aux investisseurs et les grands succès économiques réalisés par le gouvernement égyptien, notamment la baisse du déficit budgétaire, le recul de taux d'inflation à ses plus bas niveaux,
depuis des années et du taux de chômage. La ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sarah Nasr, a prononcé une allocution à la réunion du groupe intergouvernemental des 24 G20, tenue à Washington, aux États-Unis, en marge des réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Dr Sarah Nasr a déclaré vendredi que la vision de l'Égypte est destinée à faire face au ralentissement de l'économie mondiale et aux tensions culturelles consiste à réaliser davantage d'intégration économique et à poursuivre les réformes économiques. La ministre a ajouté que le gouvernement égyptien avait mis en œuvre un programme global de réformes économiques et sociales visant à renforcer la croissance permanente, réduire la pauvreté, créer des emplois et à permettre au secteur privé de jouer un rôle primordial dans la croissance économique. Elle a rappelé que le président Abdel Fattah al-Sisi place en tête de ses priorités en tant que président en exercice de l'Union africaine la réalisation de l'intégration économique régionale, raison pour laquelle le chef de l'État ne cesse de déployer des efforts afin de soutenir le développement des infrastructures dans les pays africains. Le DEF renouvelable de l'électricien français dédié aux énergies renouvelables, bien sûr, ouvre 2 centrales de 130 MW en Égypte. Donc, plus d'explications dans ce commentaire. EDF Renouvelable, filiale de l'électricien français dédié aux énergies renouvelables, a annoncé lundi 14 septembre avoir mis en service en Égypte avec son partenaire local, El Suidia Electric, 2 centrales solaires d'une capacité totale installée de 130 MW crête. Le watt crête WC est l'unité de mesure de puissance d'un panneau solaire. Il correspond à la délivrance d'une puissance électrique de 1 watt sous de bonnes conditions d'ensoleillement et d'orientation. PDG d'EDF Renouvelable a déclaré dans un communiqué qu'après l'ouverture de la filiale du Caire, c'est une étape importante du développement d'EDF Renouvelable en Égypte et plus largement sur le marché du renouvelable en Afrique du Nord. C'est pourtant le sud de l'Égypte, dans la province d'Assouan, bénéficie d'un contrat de vente d'électricité de 25 ans avec le distributeur national égyptien EETC. Ces 2 centrales font partie du complexe de Bemban qui totalisera bientôt 1800 MW dans un pays qui a l'ambition de produire 20% de son énergie via des sources renouvelables d'ici 2020. EDF Renouvelable, dont la puissance installée dans le monde atteint les 12,5 GW, en profite également pour renforcer ses positions sur le marché solaire nord-africain puisqu'elle dispose déjà dans la région de 180 MW de capacité photovoltaïque installée et de 800 MW à construire dans le cadre d'un projet remporté au Maroc en mai. Cette acquisition d'installations photovoltaïques s'inscrit dans le cadre de la stratégie CAP 2030 d'EDF qui vise à doubler ses capacités renouvelables entre 2015 et 2030 en France comme à l'international pour les porter à 50 gigawatts. Le Caire a choisi le système Innovia Monorail 300 pour équiper le deux lignes qui vont relier l'Est du Caire à la nouvelle cité administrative, la ville de 6 octobre à Gizeh. C'est un contrat de 4,1 milliards d'euros pour Bombardier. D'autre part, quand les deux lignes auront atteint leur capacité maximale, ces matériels transporteront 45 000 personnes par heure et par sens à la vitesse de 80 km par heure avec des temps de parcours respectifs de 60 minutes et 42 minutes. Un commentaire. Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a conclu le 13 août une entente avec l'autorité nationale de tunnels au Caire visant la conception et la construction de 2 nouvelles lignes de monorail en Égypte. Une fois la phase de construction achevée, ce même consortium prendra en charge l'exploitation et la maintenance des 2 lignes pendant 30 ans. La valeur totale du contrat de conception, de construction et d'exploitation et d'entretien est d'environ 3,72 milliards d'euros, environ 4,16 milliards de dollars.
Danny Diperna, président de Bombardier Transport, a déclaré dans un communiqué qu'être retenu comme fournisseur du système de monorail en Égypte était un grand honneur et que leur système de monorail entièrement automatisé représentait la solution de mobilité intelligente de choix pour l'avenir urbain du Caire. Ce projet aidera l'Égypte à mettre en œuvre un moyen de transport rapide, durable, confortable et surtout sécuritaire pour des millions de personnes par année dans la dynamique région métropolitaine du Caire. La première ligne de monorail couvrira 54 km du Caire Est à la nouvelle capitale administrative. La seconde ligne s'étendra sur 42 km pour relier la ville du 6 octobre et Gizeh. Il s'agit des premières liaisons de transport collectif entre la région métropolitaine du Caire et la nouvelle capitale ainsi que la ville du 6 octobre. Et elles amélioreront grandement la mobilité des citoyens égyptiens. Environ 45 000 passagers par heure pourront être transportés dans chaque direction une fois que la capacité maximale sera mise en œuvre. Grâce à des vitesses d'exploitation atteignant 80 km/h, le temps de déplacement pour se rendre à la nouvelle capitale sera de quelques 60 minutes et de quelques 42 minutes pour la ville de 6 octobre. Dans le monde des monuments du tourisme, on trouve que 30 sarcophages intacts ont été découverts par des archéologues égyptiens, et ce dans une énorme cache à Luxor en Égypte. Ils se trouvaient dans l'ancienne nécropole d'Al-Asasif. Selon le ministère des Antiquités égyptien, les cercueils scellés et en bon état ont été découverts comme, entre guillemets, les anciens Égyptiens les avaient laissés. Donc, les explications tout de suite. 30 sarcophages intacts en bois peint de plus de 3000 ans et en excellent état ont été dévoilés ce samedi en Égypte. Ils ont été découverts par une équipe d'archéologues égyptiens à Asasif, dans une nécropole de la vallée des rois près de Luxor, au sud de l'Égypte. Une zone abritant de nombreux vestiges et tombeaux de la période des pharaons. La nécropole d'Al-Asasif a été un endroit où des nobles et personnalités importantes étaient enterrées à l'époque des pharaons. Il s'agit de l'une des plus larges et des plus importantes découvertes à être annoncées au cours de ces dernières années, a indiqué le ministère des Antiquités égyptien dans un communiqué. C'est la première découverte à Asasif par une équipe égyptienne d'archéologues, conservateurs et travailleurs, explique le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri. Les sarcophages ont été découverts la semaine dernière à Asasif, une nécropole sur la rive occidentale du Nil. Les pièces en bois peint ont été trouvées à 1 mètre sous terre, empilées les unes sur les autres en 2 rangées. Ces sarcophages appartiendraient à une importante famille de prêtres. Les 30 objets retrouvés datent de la 22e dynastie, fondée il y a plus de 3000 ans, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Sur un fond jaune, on distingue des touches de couleur rouge ou verte, ainsi que des traits noirs. Des hiéroglyphes, diverses divinités égyptiennes, des oiseaux, des serpents ou encore des fleurs de lotus y sont aussi représentés. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités a souligné que les fouilles réalisées par les Occidentaux au XIXe siècle se sont concentrées sur les tombes de rois, tandis que les récentes fouilles égyptiennes ont révélé une cachette des prêtres. Une jeune égyptologue toulousaine, chercheuse et écrivaine dans une chaîne sur YouTube entièrement dédiée à l'Égypte ancienne, Toutankhamon ou Toutankatube. Et c'est donc son nom proposera des modules mensuels. Les explications. Les momies égyptiennes pouvaient-elles exploser? Et non, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, mais bien d'une question sérieuse, puisque la réponse est oui. Une égyptologue toulousaine vient de lancer la première chaîne YouTube d'égyptologie. Elle veut vulgariser l'Égypte ancienne scientifiquement, mais ludiquement. Elle veut lutter contre les fausses informations véhiculées sur l'Égypte ancienne et apporter une vulgarisation scientifique intelligente et ludique au grand public. Amandine Marchal, égyptologue reconnue installée à Toulouse, à Haute-Garonne, a lancé le 26 septembre Toutankatube, la première chaîne française d'égyptologie sur YouTube. Tous les mois, le public pourra
Découvrir des anecdotes passionnantes sur l'Égypte grâce à des vidéos de 4 à 6 minutes. C'est en parlant avec les enseignants qu'elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, la plupart ne cherchaient plus des infos sur l'Égypte ancienne dans les livres, mais sur YouTube, raconte Amandine Marshall. C'est ainsi que l'idée de la chaîne lui est venue. La jeune égyptologue toulousaine trouve que tout le monde va aujourd'hui sur YouTube pour chercher des informations, mais beaucoup sont fausses. Et il y a une attente de certaines personnes qui veulent que l'on démêle le vrai du faux. Amandine Marshall et son équipe vont donc s'intéresser à des détails en allant au fond des choses, mais en vulgarisant et en restant cool. Pour tourner les vidéos, l'égyptologue est entouré d'une équipe de 4 personnes, dont Iber Evan, le réalisateur et producteur de Tonkatube, qui l'a convaincu de l'intérêt de la chaîne pour toucher le grand public. Le premier épisode s'intitule « Les momies égyptiennes pouvaient-elles exploser ?» avec l'intervention de l'égyptologue Salima Ikram, qui a pratiqué l'archéologie expérimentale en momifiant des poissons et des lapins. Donc avec Toutankhamon, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup et bonne suite de nos programmes sur la TV internationale.